Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va? Salut Filou. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais? Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex? Bah non. Bah, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui envoie un message. Mais c'est bon, il arrive. Hey, salut les gars! Salut Alex. Ah, désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi? Comme d'hab. Comme d'hab. Ok. Comme d'hab, s'il te plaît. Eh les gars, vous savez quoi? Non. J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. Faudrait qu'il y ait pod dans le nom. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans iPod, le podcast qui fait peur aux vampires. Aujourd'hui, on est avec la team habituelle. Salut Alex. Salut. Et salut Dorian. Salut les gars, salut tout le monde. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Avant de commencer, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai vécue hier soir. En fait, je discutais avec un voisin, puis il y a un autre voisin qui est venu se greffer à la conversation. Et puis le soir commençait à tomber, c'était vers, 21h. Et d'un coup, le gars, il lâche. Ah, mais tu sais, j'ai un télescope. What? T'as un télescope? Du coup, il m'a dit, ouais, viens chez moi et tout. On a sorti le télescope et on a maté la Lune jusqu'à 23h. C'était trop bien. J'ai jamais vu. T'as l'impression de survoler la Lune avec un avion. C'est trop bien. Tu m'étonnes, ça doit être trop bien. C'est un truc de compète qu'il a? En fait, déjà, le truc qu'il a pour lui, c'est que c'est un Dobson et pas Merde. Il y a deux modèles. T'as les Dobson et les... bref, autres trucs. Et c'est quoi la différence? C'est que Dobson, les c'est une Dobson bonne sont marque? plus lumineux. Donc, en fait, limite, au bout d'un moment, quand il a fait vraiment nuit, il était obligé de mettre un filtre devant pour diminuer la lumière. Sinon, ça te flash la gueule juste en regardant une demi-lune. Ah, il a quoi? Il a un focus qui est beaucoup plus gros pour récupérer le maximum de lumière pour que tu C'est vois une mieux, focale de 1200 mm, sachant que déjà avec un 500 mm sur un appareil photo, tu fais des belles photos de la Lune. Là, tu as 1200 mm, et après, il avait des multiplicateurs de focale x2 et x4, x10, un truc comme ça. Mais c'est presque inutile, en fait, les multiplicateurs de focale, parce que, en fait, quand tu la vois trop près, déjà, du coup, tu commences à voir les défauts des miroirs et du verre et tout ça. Et puis c'est moins intéressant que de voir... Ce qui était ouf, c'est de voir la courbure de la Lune et de voir... Ah, ça doit être beau ça. Tu vois le relief, tu vois les montagnes, tu vois les creux, tu vois tous les impacts de météorites. C'est magnifique. T'as vraiment l'impression de le survoler en avion. De la survoler en avion et c'est super beau. Et Voilà. chez toi, il fait assez noir et assez dégagé pour qu'on voit bien? Ah ouais, là où je suis, j'ai failli lâcher le nom de la ville. Bon, ce serait pas grave, hein. Mais là où je suis, il n'y a pas trop de pollution lumineuse, vu que c'est une assez petite ville. Et du coup, on voit bien les étoiles la nuit, ouais. Bah, tu sais quoi, c'est moi et ma compagne, on veut investir dans ça. Et si jamais un jour j'en achète un, bah, je dirais que je fonce chez toi, quoi. Ah Parce bah que avec plaisir, moi, parce que là on où voit je bien. suis, c'est un enfer. Je peux rien voir. Ouais, bah forcément, t'es en centre-ville d'une grande ville, forcément c'est la galère. C'est sûr. Ok, bah voilà. Trop bien. Long story short, j'ai fini. Dorian, c'est à toi. De quoi tu veux nous parler? Alors, moi je vais vous parler des différentes inventions qui ont été commercialisées ou pas. Donc des trucs les gens ont travaillé dessus, qui ont fait des flops ou qui ne sont jamais sortis, des trucs incroyables, un peu de différentes histoires, des petites histoires en règle générale sur différentes marques. C'est pas très long et j'espère que ça va pas être trop chiant. Bon, non. Tu veux parler de la Peugeot e-Legend? Non. Non, j'en ai pas entendu parler de celle-ci. Bon bah... Bah, j'irai me renseigner. Oh la tristesse. Alors moi je vous ai envoyé une photo là sur le Discord. En fait on voit un monsieur devant Un concept car. un concept car. On va dire ça comme ça, un espèce de SUV, si je pourrais définir ça comme ça.
Alors Ouais, ce mais monsieur, ouais, en ça fait, fait bizarre en fait. On dirait il s'appelle James Dyson. C'est Et l'inventeur c'est des le aspirateurs. créateur de Dyson, la marque pour aspirateur. Ah. Enfin, d'aspirateur. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, il a utilisé ses connaissances en moteur électrique pour faire une voiture, vu qu'il est devant un gros 4x4, un SUV. Et ouais, c'est ça, exactement. Ah, moi j'ai failli te dire, il a créé La un voiture aspirateur parfaite pour les géant, femmes. tu sais, pour les non, mais tu sais, un aspirateur, non, quand même pas. C'est horrible de dire ça. Un aspirateur, mais tu sais, pour les sociétés, là, pour laver le sol, en forme de voiture. Ah oui, non. Ce serait assez con comme réflexion. En fait, dans l'idée, c'est James Dyson a voulu concurrencer la Tesla Model X. Donc, vous savez, on en a souvent entendu parler, l'espèce de gros 4x4 cubique là, de Ouais. Tesla. Mhm. Donc, en investissant un demi-milliard de livres donc, de sa poche, donc à James Dyson, pour en fait créer une voiture électrique, grâce à la connaissance qu'ils ont sur leurs batteries d'aspirateurs. D'accord. Donc, ce modèle ne verra jamais le jour, malheureusement, puisque en 2017, ils ont arrêté de mettre des fonds dedans parce que ça marchait pas et que c'était trop cher à l'investissement. Alors qu'en fait, tout était prêt. Ils avaient acheté des usines à Singapour, ils avaient fait les plans, les conceptions, enfin, presque tout était prêt, mais ils ont arrêté de mettre de l'argent dedans à la fin. Bah, n'est pas Elon Musk qui veut. C'est ça, exactement. On va dire quand même que ce projet n'a pas servi à rien, même s'il sortira jamais, puisqu'en fait, tout le travail qu'ils ont fait sur leur batterie électrique dans les voitures pourront être appliqués, en fait, comme ils disent, aux batteries des aspirateurs, pour avoir des aspirateurs de plus en plus amovibles. Mhm. Voilà. Donc en fait, c'est une actualité qu'on a vue, que j'ai vue et que j'ai trouvé sympa. Je me suis dit que ça aurait pu être marrant d'avoir une voiture aspirateur. Enfin bon, bref. Voilà, passons. Je vais vous présenter le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est une marque que l'on connaît très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire le produit? Alors moi je dirais c'est un genre de drogue très addictif. Alors, il y a un espèce d'accessoire posé sur les canettes sur lequel tu peux tirer une espèce de ficelle. Putain, c'est un ouvreur automatique, enfin, c'est un ouvreur de canettes de Coca. Alors moi j'aurais dit un bouchon, tu sais, pour éviter que genre quand tu ouvres ta canette, tu la renverses si tu l'as pas fini. Voilà, Ce que je veux c'est dire ou ça, pas exactement. Si, c'est ça. Alors en fait, c'est une invention qui est assez vieille, donc 1985. Enfin, c'est pas très vieux non plus, hein, on va dire, mais c'est une invention qui date un peu. C'est le nouveau Coca, donc le New Coke, qui a été développé par Coca-Cola Company. En fait, c'était dans l'idée un produit qui a été sorti pour rivaliser contre Pepsi, qui en fait faisait rage à ce moment-là. Ils se sont dit, on va créer un nouveau produit qu'on va appeler le New Coke et qui va concurrencer et qui va remplacer un peu le vieux Coca-Cola qu'on connaît tous. Ouais. D'accord. Avec ce petit truc de pchit, c'est en fait un soda qui faisait pchit, quand t'appuyais dessus, t'avais une languette derrière, et en fait ça te faisait un petit pchit dans la bouche. Le problème, c'est qu'ils ont fait une grosse campagne publicitaire, donc ça a marché très fort au début, et ça s'est essoufflé en fait très vite, puisque les gens en fait, ils aimaient pas du tout le goût. Ils préféraient le goût du Coca original. Et donc, en moins d'un mois, ils ont tout viré, les New Coke, qu'ils avaient tout remplacé dans les supermarchés. Ils ont tout viré, ils ont mis que des vieux Coca. Le truc qui a le moins marché au monde, quand même. C'est ça. Alors, je continue sur la troisième image. Celle-ci, c'est une histoire que nous, en France, on connaît un peu moins, puisque la marque n'est pas si développée que ça, mais on a des marques similaires. Donc en fait, la marque qui a développé ce produit-là, en fait, elle s'appelle Gerbet, qui est une marque de peau pour bébé à la base. Ouais. Et en fait, en 1974, ils décident de partir conquérir un nouveau public, puisqu'en fait, ça marchait très bien pour les bébés. Ils avaient de très bonnes mixtures, ils étaient en très grosse expansion, à ce moment-là. Donc ils décident d'arriver sur un nouveau marché et ils décident de chercher à conquérir les adultes. Donc ça peut paraître très bizarre, avec des espèces de mixtures. Dans l'idée, en fait, ça aurait été d'avoir un repas tout préparé, un espèce de, petit pois carotte avec un morceau de steak, tout mélangé dans un petit pot. Et en fait, dans l'idée, ce serait pour avoir de la nourriture rapide pour les gens qui ne veulent pas forcément cuisiner. Ils ont appelé ce produit le single,
En fait, single qui veut dire célibataire en anglais. D'accord. Donc vraiment destiné à des adultes, on va dire type bébé. Mais malheureusement, gros échec commercial, puisque les gens se voyaient mal dîner avec des pots de bébé tous ensemble autour d'une table, quoi. Ah, ils auraient dû continuer dans la conserve. Hein. Ben, moi, je vois Là, les plutôt gens ça l'auraient acheté. que tu prends ça, je sais pas, quand t'es tout seul chez toi, tu vois, peut-être pas forcément partager un pot de bébé, forcément. Ça a été vendu comme ça aussi, mais dans l'idée, c'est que quand ils ont dit ça, ouais, t'es tout seul chez toi, mange comme un bébé, quoi. C'était un peu dans l'idée. Quoi? Et Ouais, c'est quoi ce c'est marketing dommage. de tout pourri? bon, en gros, ça a pas bien marché. Mais le marketing, c'est le marketing, le problème, c'est pas... Le concept est pas mal, hein, t'as un plat rapide qui peut être bon Ouais, et en plus, puis- et s'il peut être sain et bon en plus, pourquoi pas, tu vois, mais là, c'est le marketing, c'est tout pourri. Et puis pour les gens qui font des gros horaires, qui n'ont pas forcément le temps de se faire à bouffer, qui reviennent du boulot crevé, ils se font chauffer ça, ils mangent, c'est rapide. Ou même les personnes qui partent en rando ou en voyage, sans que ça soit en verre peut-être, parce que ça aurait été plus pratique, mais ils mettent ça dans le sac, c'est réglé quoi. Très franchement, même pour moi, je m'imagine pas manger un pot de bébé comme ça à midi. Hein. Enfin, après, je sais pas, moi, Tu c'est manges moi. bien de la après. compote. Tu manges bien de la compote. Oui, mais c'est de la compote, c'est un dessert. Si on te le présente pas comme un pot de bébé, mais comme un plat préparé, tu manges pas un pot de bébé. Enfin, c'est juste le marketing Oui, c'est vrai. qui pourrit, c'est tout. Ils se sont plantés, ouais. Regarde, t'as en magasin, t'as par exemple des cassoulets ou des choses qui sont présentées dans des comment ça s'appelle, dans des pots en verre fermés, mais tu sais, les pots de grand-mère quoi. Et pourtant ça s'achète bien. Hein. Et tu peux le manger directement, tu peux le faire chauffer au micro-ondes et manger comme ça dedans. C'est fait exprès. Ouais. Bon, après, Moi, en je France, sais- on est plus traditionnel, mais bon. On a tendance à faire à manger, etc. On est pays de la gastronomie, monsieur. Oh, l'excuse. Bon, je continue. Alors, sur la prochaine image. On voit des très beaux galbes. Des barésilles. Oui, c'est vrai. Ce sont des collants. Pour expliquer à nos auditeurs. Ce sont des collants, en fait, les collants d'une marque que l'on connaît tous. Dim. Bic. D'accord. En fait, pour vous expliquer, Dim était dans le groupe Bic. Donc Bic a commencé à créer des collants. Donc, puisque on sait que Bic, ils sont un peu partout dans différents types de produits. Par exemple, les briquets, les stylos, les rasoirs, etc. L'avantage, c'est qu'en fait, ils étaient plutôt dans un procédé d'usage unique. Le rasoir, usage unique. Le collant, usage unique, dans cette idée-là. Et en fait, ils ont pris vraiment tout ce qui était procédé, technique et tout de la marque Dim pour en fait créer des collants Bic. Ce qui n'a pas très bien marché. Soyons francs, puisque cette marque, maintenant, a disparu, quoi. Ouais, c'est normal, il y avait de l'encre quand tu mettais le collant, c'était gênant. Ça restait sur tes jambes. En fait, ça te faisait un imprimé, tu sais, en encre Bic. C'était moyen, quoi. Alors, je vous envoie une autre photo. On passe à celle d'après. Donc, l'autre photo, en fait, c'est d'une marque américaine très connue, appelée Chevrolet. Oh oui, magnifique. Donc, en fait, c'est une voiture bleue, de type reconnaissable rapidement, on va dire. Camaro. Non, en fait, on appelle ça une Chevy Nova. D'accord. C'est une voiture, en fait, qui a fait un flop, pas aussi fort que les flops de Ford, etc. Mais elle a fait un gros flop, en fait, on va dire, au niveau de la culture mondiale. Pourquoi ? Parce que quand Chevrolet, en fait, l'a lancé en Amérique latine, Nova, en Amérique latine, donc en espagnol, veut dire ne va pas. Donc en D'accord. fait, c'est la voiture qui ne va pas. Et ils se sont pas bien renseignés. Voilà, donc niveau marketing, c'était moyen. C'est Pour clair. expliquer, ils ont vite changé le nom dans ces pays-là, et ils l'ont appelé la Caraïbe, qui a fait décoller les ventes. Parce que c'était une très bonne voiture, quand même. D'accord. Oui, mais bon, sauf que suffit d'un nom pour que les gens ne l'achètent pas, quoi. C'est ça. Alors, je continue parce qu'il y a d'autres exemples, mais j'ai pas forcément des photos. Il y a une voiture donc, de la firme Toyota, qui s'appelle la Toyota Fiera. À Porto Rico, Fiera se traduit par vieille femme laide. Donc ça donne vachement envie d'acheter, quoi. La Silver Mist, en allemand, ça veut dire fumier d'argent. Donc moyen.
Et le pire, je trouve le pire, après c'est mon avis, c'est quand Ford, ils ont lancé en fait la Pinto au Brésil. Pinto au Brésil veut dire petit pénis, voilà. Ah Bon, oui. on va finir là-dessus. Eh, Bilout. Exactement. La Peugeot Bilout. Un peu jeu vidéo. Je te confirme, pas qu'au Brésil. En portugais. Ouais, dans certaines régions au Portugal, ça veut dire ça aussi. Donc voilà, donc on va dire qu'en termes de marketing, ils ont fait des erreurs. Alors si je vais trop vite, vous me le dites, hein, si vous voulez Non, non, réagir, vas-y, on vas-y, continue. vas-y. hein. Non, justement, c'est super intéressant de défiler. comme ça. Alors, là, en face de vous, vous voyez une superbe bouteille de lessive qui Persil. s'appelle le Persil Power Gel. Donc en fait, c'est une marque qui s'appelle Unilever, qu'on connaît tous, en fait, qui est un très gros exportateur de lessive. Ils se sont dit, on va créer une lessive en 94 à base de persil. L'idée était pas mal, puisque on avait dit que bon, le persil, l'avantage c'était que c'était écologique et tout, et que ça pouvait combattre toutes les tâches. Malheureusement, en fait, l'ingrédient était tellement puissant qu'il combattait même les vêtements, en fait. Donc en fait, il a détruit des vêtements. La première version a détruit des vêtements. Tu sais, tu mettais tout à laver, t'avais plus rien. C'était un La incinérateur, disparition. machin. Tu sais, le truc du t'as perdu ta chaussette dans le fond de ton bac, là, tu perdais vraiment tous tes vêtements. Voilà, bah, avec des trous dedans et tout, donc ça devait être vachement marrant quand même. Et donc ils s'en sont rendus compte rapidement quand même. Et puis l'ardoise monétaire s'élève quand même à 200 millions de livres pour tout ce qui est dédommagement et tout. Et le temps qu'ils changent la recette, etc. Ils Voilà. ont pas testé leurs produits avant? Enfin, ça me paraît. Bah je sais pas, peut-être que pas aussi fort, ou peut-être que le procédé était pas le même. Bah c'est ça, suffit que ta recette, par exemple, quand tu fais tes tests, elle soit saine, mais que quand tu fais la recette bidon, en bidon, elle soit plus costaud, ouais, je pense qu'il peut y avoir des gros problèmes. Et là je vais vous parler du coup, je finis par le plus marrant. Enfin je trouve que c'est le plus marrant. C'est la chose qui m'a fait la plus rire. Barbie. Alors, vous voyez en fait sur la photo que je viens de vous envoyer la Barbie Herring Magic. Donc, C'est en la fait- Barbie, c'est la Barbie travestie, non? C'est pas la Barbie travestie. Non. En fait, c'est il y a Ken. des boucles d'oreilles devant. Oui, il y a un C'est Ken. Ken. C'est Ken. Mais ouais. Donc en fait, pour vous expliquer un peu l'histoire, Ken il est apparu en 1961, 2 ans après que Barbie soit arrivée. Ken il avait toujours des vêtements chics, traditionnels, sobres, style d'un homme, tu vois. Mais il a toujours été style homme, quoi. En 1990, Mattel, donc les fabricants de Barbie, décident de remettre Ken au goût du jour. Parce que dans les années 90, on avait un peu cette idée de révolution culturelle à la base de t-shirts un peu avec des couleurs bizarres, etc. Enfin, tout ce qu'on regrette et tout ce qu'on trouve vraiment démodé à l'heure actuelle. Donc, ils décident en fait de le transformer, sa poupée masculine, ils mettent un t-shirt mauve, une veste lilas sans manches, un pendentif voyant et d'une boucle à l'oreille gauche, et en plus de lui offrir le luxe d'une teinture platine. Donc je vous invite vraiment à aller voir Magic Ken, parce que c'est vraiment marrant. La tronche qu'il a, c'est énorme. C'est vraiment des barres. Donc en fait, les jeunes clients voyaient Ken comme étant un plus cool, tu vois, un mec plus cool, moins sobre, vraiment plus dans la firme des années 90, quoi. Dans l'idée, ils avaient raison, je crois. Ah bah là, typiquement les vêtements qu'il faut. Hein. Et du coup, en quoi ça a pas marché? Ça a fait parler de lui, mais pas du tout dans la façon que le fabricant l'espérait. Pour Ça vous a dire. fait Ken PD, quoi. Voilà, on l'a Ouais, c'est très ça. rapidement appelé Gay Ken. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, ça a débarqué déjà dans le New York Times, où ils ont appelé Gay Ken, dans les magazines People, dans la chaîne télévision CNN, même que l'animateur, il se foutait de la gueule du truc. Il disait Ken veut faire son coming out et tout, en chantant tous ensemble. Non mais ils sont ouf les ricains. En vrai, ils sont ouf. Et c'est bête Et- parce qu'ils auraient pu retourner la pub pour dire qu'ils supportaient la communauté gay à ce moment-là, quoi. Pour essayer Oui. de contrer un peu le Pour truc. expliquer, l'affaire, en fait, elle a pris tellement de proportions que Dan Savage, qui est chroniqueur d'un journal destiné à la communauté gay et lesbienne, qu'on appelle The Strangers, publie un article dans lequel il allègue Kerin Magic Ken, donc Gay Ken. Il reprend trop des codes de la culture homosexuelle pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il dit « Ce nouveau Ken est la preuve ultime soit de l'infiltration de la culture gay dans la culture populaire,
soit de l'appropriation déplacée de la culture gay par les hétérosexuels. Tout dépend de quel côté vous vous situez. Donc en moi, fait, c'est juste quoi. C'était c'était juste, mais ça a fait beaucoup de bruit. Ça a pas déçu beaucoup de fans, mais en fait ça a fait tellement de bruit que tout le monde se moquait de ça. Et malheureusement, dans les années 90, ils n'étaient pas ouverts comme on l'est à l'heure actuelle dans les années 2020. Donc, quelques semaines après la commercialisation de ce Ken à bijoux, Mattel, ils ont retiré toutes les poupées qui existaient. Et puis, il a retrouvé un style vestimentaire beaucoup plus classique. Ils lui ont mis le costard cravate ou le petit polo avec le petit pantalon tissu et les mocassins, et puis c'était bon. C'est ça. Donc, en fait, d'un côté, en fait, c'est que ce Magic Ken, comme on dit, il est devenu un peu unique et rare, parce qu'on n'en trouve plus du tout. Ouais. Mais bon, voilà, dans l'idée, c'est marrant, quoi. Je vous renvoie une photo, là, on voit Gay Ken qui fait le coiffeur. Voilà. Donc c'est vraiment l'un des plus gros flops de l'histoire de la commercialisation et du marketing, quoi. C'est qu'ils lui ont même mis un métier qui fait penser qu'eux, en fait. Ils ont... Ouais, voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est que... Et ils disent que non, en fait. Il est là le problème. Ils auraient Comme fait si... Ils auraient fait un Ken habillé comme ça, et puis derrière, en mode métier mécano, c'est limite, ça aurait été considéré comme... Alors, je dis bien considéré comme un peu plus viril, et donc à ce moment-là, ça aurait peut-être mieux passé, quoi. Là, je suis désolé, mais dans les Village People, il y a un mécano. Hein. Voilà, ouais, carrément. Il y a un policier. Les c'est Village un People, plombier ou ils, pas trop quoi, ils sont censés refléter une partie de la virilité des hommes. Hein. Et quand La je parle de communauté virilité, gay. c'est... Voilà, même s'ils sont gays, t'as des gays virils. C'est pas tous des folles. Voilà, c'est la fin de la chronique. Ah bon, On va s'arrêter alors, là. Je vais en rajouter un. Ça m'a tout de suite fait penser à ça, en fait. Donc, je t'en parlais tout à l'heure, la E-Legend. Ouais. C'est une reprise par Peugeot de la 504 coupé. Et ils ont D'accord. fait pas mal, elle est une superbe, hein. pure bagnole que tout le monde voulait. Et ils ont dit, non, on va pas la faire. On la produit Et pas. du coup, C'est vrai il y avait une espèce de hype autour de cette bagnole. Et Peugeot a dit, non. Il y a plein de voitures comme ça que Renault ou même Peugeot ont présenté et au final n'ont pas sorti. Et la plupart du temps, en fait, pourquoi ils la sortent pas ? Bah déjà, il y en a, c'est pour le prix qu'ils la sortent. Non, mais là, mais- ça aurait pas été le cas parce que ça aurait été une voiture assez nostalgique et de légende, donc les gens l'auraient acheté. Mais peut-être plus au niveau du placement des moteurs, de la mécanique ou même des protections qui font que la voiture ne peut être considérée comme viable sur la route. Ah non, mais c'est pas vrai. Attends, ils ont refait l'Alpine, elle a cartonné. La dernière Twingo, elle est basée sur le modèle de la R5 Turbo. Elle marche super bien. Enfin, la nostalgie des années 80-90, là, ça marche super bien. Et Ça marche vraiment. mais là, en plus, la voiture, elle est magnifique. La E-Legend, elle a une gueule d'enfer. C'était une voiture qui voulait ils l'ont jamais électrique. Non, ils ont dit non, on la fera pas. Ne cherchez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on la fera pas. Bah après, peut-être parce qu'elle est pas rentable. Hein. Ouais, il y avait des trucs comme ça. Ils se justifient. Non, ils voulaient juste. En fait, le designer de la bagnole... C'est une vitrine. Ils montrent qu'ils sont capables de faire des bagnoles Oui. électriques et puis ils continuent à faire de l'essence. En fait, Comme souvent dans les protos. En fait, le designer de la bagnole, il s'est barré chez le concurrent et ils ont dit on est niqué parce que si on le sort, il va dire c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas trop. Non, ça, je On sais sait pas pas. pourquoi. On saura jamais de on toute saura façon. jamais vraiment, mais voilà, c'est dommage parce que c'est une super bagnole. Beaucoup de gens étaient hypés Je la trouve très jolie, ouais. Elle est belle. et ils ont dit non, ça restera un concept. Ok, parfait. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, j'espère que c'était ça vous a très plu. drôle. Bah ouais, c'est très intéressant. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Bon on t'écoute, Alex. Qu'est-ce que t'as à nous présenter? Alors, moi, je vous ai envoyé une petite photo aussi. Un Et, robot avec un gros pistolet. Yeah. Et justement, Il est vraiment gros le pistolet. Oui, c'est fait exprès. Et justement, j'aurais voulu savoir à quoi ça vous fait penser ce robot avec ce pistolet. Comment ça s'appelle? Putain. Parce qu'il y en a, on pourrait le confondre avec un autre qui Un est sorti dessin un animé, peu avant. là, le Megazord, tout ça. Enfin, non, pas le Megazord. Alors, le Megazord, c'est pour les Sentai, c'est pour les Power Rangers. Ouais. Bah, je sais pas, moi je suis trop jeune pour ça.
Alors justement, il y a un lien. Alors pour faire simple, il y a un lien avec le mot pistolet ou fusil en anglais. Gun. Donc ouais, Gundam. exactement. Boum. Mais comment ça Comment s'appelle le dessin animé là Peut-être les Goldorak. Voilà, Goldorak, Sinon, merci. c'est Oh Goldorak. là 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 là, Goldorak Bah, évidemment. Justement, moi je sais que je vais parler du Gundam, mais il faut savoir que Goldorak est sorti en 1959 pour le premier Goldorak. Et le Goldorak, c'est pour le comparer un peu au Gundam, en fait, le Goldorak est un robot, tout simplement, hein, il n'y a pas de plus de moins. Et il n'est pas armé à part de son fulgure au point qui se déplace. Sinon, il n'y a pas beaucoup plus d'armes. Alors que le Gundam, ça représente une autre innovation. D'accord, parce que Goldorak malheureusement a disparu au fur et à mesure du temps, alors que Gundam, il a continué à prospérer et ils ont continué à faire des animés dessus jusqu'à maintenant. Il faut savoir que le dernier animé qui est sorti, c'était l'année dernière. Donc ils continuent à en produire. Le Gundam, il était dans Goldorak, c'est le héros de Goldorak, Alors- c'est quoi Alors non. Le Goldorak, c'est vraiment un robot fait par les créateurs de Goldorak, tout Oui. simplement. Et le Gundam, c'est une production japonaise et c'est un autre style en fait. D'accord. Goldorak était plus réservé pour les enfants, alors que là, Gundam, c'est la puissance qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire des robots les plus réalistes possibles avec des personnes à l'intérieur, donc avec un pilote à l'intérieur de Gundam, et qui était plus fait pour les adultes. En fait, c'est un animé qui était plus versé pour les adultes. Donc c'est ça aussi la différence entre les deux. Dorian? Est-ce que les Transformers, ils sont considérés comme des Gundam? Ah bah non, t'as pas de pilote dedans. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle un mecha, et donc c'est un style qui est apparu au Japon à partir de 1979. Donc Ça fait très américain, de quand leurs même. créateurs. C'est par deux de leurs créateurs, donc c'est Yuki. Moi, je vais pas dénigrer son nom quand même. Tomino et Hajime Ayate, excusez-moi. Ayate, c'est assez dur à dire. Et en fait, ce sont deux personnes qui ont créé la franchise Gundam en animation. Et oui, on pourrait croire que ça fait très américain, mais il faut savoir un truc, c'est que les Transformers sont sortis bien plus tard. D'accord. Ah ouais. En fait, Gundam a été le précurseur du genre mecha et plus précisément réalistique robot, où en fait, eux, ils ont créé des scénarios et des robots qui utilisaient la technologie qu'on peut retrouver actuellement, ou même une technologie plus ancienne. Ils essayaient de se porter sur de faire quelque chose de très réaliste. Et les Transformers sont sortis bien après. Mais en fait, le Gundam a joué dans l'influence de la création des Transformers. D'accord. C'est ce qu'il Ok. faut savoir. La seule différence, c'est que le mecha en lui-même est un robot piloté par une personne ou par deux. Le Gundam. Le Gundam, oui, excuse-moi. Je dis le Transformers. Le mecha, ouais, t'as dit mecha. Oui, le mecha, oui. Le mecha en lui-même. En fait, le mecha, le propos mecha, Le Transformers, c'est un mecha? Non, c'est un robot. c'est un robot. C'est un robot. C'est un D'accord. robot. Alors Alors que que le Gundam, le c'est mecha- un mecha. Le mecha, il est piloté. C'est ça. Ok. Donc en fait, il faut savoir qu'ils ont créé ce type, et ils ont créé, comme je vous disais, le réalistique, et ils ont créé énormément d'œuvres différentes dessus. Ce qui a fait que, au départ, ils n'étaient pas trop connus en 1979. Il n'y a qu'en 1980, avec leur développement mondial, où là, ils ont commencé à avoir une grosse expansion. Maintenant, Gundam, la franchise Gundam, ça représente un peu plus de 100 séries, films, OAV et mini-séries à côté, et plus d'une dizaine de produits dérivés autour. Donc ça va être des jeux vidéo, des maquettes et autres goodies en fait. Par exemple, on a Bandai qui a créé en fait plein de maquettes Gundam à taille réduite, hein, bien sûr, parce qu'il faut savoir que le Gundam est énorme. C'est un robot qui est très très gros. Et donc derrière, en fait, grâce à cette influence, ça a donné envie à plein d'autres personnes. Et surtout, c'est qu'au Japon, comme on disait, il y avait beaucoup, les animés étaient faits pour les enfants. Il y avait très très peu d'animés faits pour les adultes, c'était surtout pour les enfants, comme les dessins animés chez nous. Et en fait, ils ont voulu essayer de capturer, d'avoir un public un peu plus âgé. Et ça a créé totalement une grosse euphorie. Ça fait qu'on a même des gros fans de Gundam.
qui collectionnent des trucs hallucinants sur la série, ou même il y a des photos où les mecs ont des bibliothèques, ont des vitrines entières de tous les Gundam qui sont sortis, parce qu'il en existe... Sincèrement, j'ai pas les chiffres exacts pour dire le nombre, mais c'est déjà sur internet, seulement en tapant Gundam figurine, vous allez en trouver un nombre incalculable, hein, RX-2, RXB machin, enfin il y en a beaucoup. Et surtout derrière, quand je vous parlais de l'influence, c'est que ça a donné envie à certains réalisateurs comme Pacific Rim de créer le film. Oui. Exactement, donc le mélange, je en connais. fait, Pacific Rim, c'est une influence entre le Gundam, le type Godzilla, donc avec ah mince, ça j'ai plus le nom, les kaiju, et un peu ce qu'on appelle les Sentai, donc c'est l'ancêtre du Power Ranger. Mais la plus grosse influence, c'était vraiment celle de Pacific Rim. Donc je sais pas si vous avez vu le film. Non. Non, moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai revu il y a encore pas longtemps, c'est dommage. Et on retrouve en fait ce système avec 2 pilotes à l'intérieur et des armes montées sur les robots. Donc les armes peuvent varier. Donc là le Gundam, ce qui a fait sa notoriété, c'est le fait qu'il ait un gros fusil. Mais on avait des Gundam avec des lames, des ailes pour pouvoir s'envoler, des réacteurs, des gros canons balistiques. Il y en a de différents types et en fait... ils ont été considérés au Japon donc, comme des armes de destruction massive, parce que s'ils existaient réellement, vu le matos qu'on pourrait mettre dessus, en fait, chaque Gundam aurait son champ de bataille de prédilection, quoi. Voilà, celui qui a des canons L'eau, l'air et d'artillerie. tout, là. C'est ça, on aurait les sous-marins, on Comme aurait... Transformers. Ouais, c'est ça. La seule différence, c'est que c'est un peu plus polyvalent. On va dire que celui qui a des artilleries, il va se tenir à distance. Mais il peut très bien se retrouver avec un sort de gros couteau de chasse et puis combattre au corps à corps, quoi. C'est un peu spécial. On a d'autres films, donc comme on disait, hein, Transformers. Pour ceux qui connaissent un peu en animé, alors je sais pas s'il y en a beaucoup. Alors en japonais, ça s'appelle Suisei no Gargantua, où en fait c'est pareil, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui tombe sur Terre avec son mecha, et en fait qui va aider la population terrestre à survivre, parce qu'ils sont dans un sorte de monde où les eaux sont remontées, et donc il y a très très peu de terre visible en fait. Et sauf que t'as des pirates et autres, et lui va les donner des coups de main grâce à son mecha. Donc c'est pareil, c'est une influence supplémentaire. On a aussi Real Steel. Je sais pas Ah, si ça vous j'ai l'avez vu ça. Mais c'est pas, Voilà. ça c'est pas un Gundam, c'est un méca. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, à un moment, il est piloté par quelqu'un. Ouais, c'est vrai. À un moment, le mec il met son casque, enfin son espèce de casque, puis après il tape avec les coups de poing et tout. C'est ça. Et en fait, et après, il y a un système par apprentissage qu'ils apprennent aussi aux robots. Donc en Ah, fait, il est trop bien, on les il est considère trop comme bien, des ce film. pseudo-pilotes. Voilà. Donc en fait, c'est plus un mix entre le robot et le mecha. Et ça fonctionne quand même dans l'influence, en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal, ok. En fait, faut que le robot il soit un peu piloté, quoi. Faut pas qu'il C'est soit- ça. Enfin. Ok. À la base, voilà, faut vraiment le voir comme les robots de Pacific Rim. Donc c'est pour ça que je vous invite à le regarder si vous préférez regarder des films à des séries. Et moi, je sais que j'en ai regardé. Alors, j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a vraiment qui sont vraiment très anciennes. Mais j'ai regardé les plus récentes et c'est super intéressant parce qu'il y en a même certains. C'est sur la création des Gundam. Donc, qui a eu l'idée de faire les Gundam. Alors, je parle, imaginons, sur une vie où les Gundam existeraient réellement. Donc, c'est 2 chercheurs qui l'auraient mis en place. C'est à peu près, c'est une histoire qui se rapproche un peu d'un autre robot qu'on connaît assez bien, qui est Astro Boy. Ouais. Où en fait, c'est un peu C'est le même considéré comme un Gundam aussi? concept. Non, le Astro Boy, c'est un robot. Ouais, Attention. d'accord. C'est juste que je dis, c'est l'exemple, en fait, sur l'histoire, ça se base sur la même chose. C'est des chercheurs qui ont créé quelque chose et qui ont mis en place ça. Voilà. Et oui, j'ai cru entendre quelqu'un réagir. Et Robocop, c'est quoi? Alors, Robocop, c'est un cyborg. C'est encore un autre genre. Ok. C'est un agent, en fait, c'est un policier qui a eu un grave accident et on a récupéré son corps afin de le robotiser pour faire un agent plus. Donc, dernière petite chose, si jamais vous partez au Japon, vous pouvez vous rendre, en fait, dans un centre commercial à Tokyo qui s'appelle Commercial
Diversity. Et juste en face, vous aurez un Gundam taille réelle qui a été fait pour les 40 ans de la série. Tout simplement. ouais. Et le robot fait 20 mètres de haut. Ça Voilà. doit être grand. Ça doit être Et il y impressionnant. en a même, c'est ça. Et il y en a même deux types. Il y a le type original, celui que je vous ai envoyé avec la photo avec l'avant bleu. Mhm. Et il y a un autre deuxième type, donc qui est la version 2, donc le RX-2, qui lui est tout blanc. Et D'accord. la journée où on le voit, il bouge pas bien sûr, mais il est juste énorme, 20 mètres de haut. Et la nuit, il s'éclaire, comme il s'éclairait dans la série. Ouais, c'est une tour Eiffel, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment... Alors il faut savoir que Gundam, ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a même des musées sur eux. Ils font partie des animés les mieux considérés dans le monde dans le monde de l'animé, en fait. C'est vraiment... Ils font partie des plus célèbres. Et surtout dans Ok. leur genre, en fait, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été vraiment égalés parce que c'est les seuls qui ont duré aussi longtemps. Voilà. Ah ouais. De 1980 à nos jours, ils ne se sont pas arrêtés. C'est fou ça, parce que nous, enfin ici on connaît pas trop, enfin on a moins cette. Bah, en fait, ici, on a eu l'influence du Goldorak pour les plus anciens et des Power Rangers pour les plus récents. Et après, on a eu d'autres influences, mais on n'a pas le même rapport avec le style robot, en fait. Ouais, moi j'ai plutôt eu les Power Rangers et je suis un peu dégoûté parce que je trouve ça nul, alors que je crois que j'aurais préféré avoir les Gundam. Je trouve ça plus cool maintenant. Bah, et puis, il y a un autre truc, c'est que les Gundam, dans les phases de bataille, ils se battent pas que sur Terre. Il y a vraiment... c'est du terrestre, spatial, nautique. Enfin, il y a vraiment des trucs qui se passent de partout, quoi. Le mec, il peut être sur Terre et décoller pour aller détruire l'ennemi qui, lui, arrive de l'espace, quoi. Ouais, donc en gros, si t'as kiffé Transformers, bah faut aller regarder du côté des Gundam, quoi. C'est Tu vas ça. kiffer ta race. C'est ça. Bah, c'est surtout que, en plus, comme j'ai dit, comme c'est plus porté pour adolescents et adultes, donc c'est pour un public qui est déjà un peu plus adulte, même au niveau de la narration et du dialogue et tout, c'est super intéressant en fait. On va dire que c'est pas des dialogues simplifiés qui font que quand tu le regardes, t'as juste l'impression d'être un gros enfant. Au contraire, c'est vraiment fait pour des personnes de nos âges maintenant en fait. Ouais. Donc c'est pour ça, moi je sais que alors c'est pas une grosse passion, mais c'est qu'en fait, pourquoi je vous explique ce que c'est un Gundam, pourquoi je vous montre les Gundam, c'est que je suis tombé amoureux d'une figurine il y a quelques temps, d'un Gundam, et je suis en train de la faire à la maison, je me suis dit, ça serait sympa de vous la présenter. Voilà, Ah bah, avec c'était la plaisir. raison du pourquoi. Donc moi je vous conseille, si forcément vous n'êtes pas trop animé, d'aller plus mater Pacific Rim, qui est qui est ressemblant, mais qui est pas totalement comme les vrais Gundam, mais au moins ça vous pourrait mieux vous expliquer ce que c'est le style mecha en lui-même. Voilà. Ok, parfait. Ok, merci. Donc Merci. c'était pas beaucoup plus long, et puis moi je vais vous laisser sur cette petite note. Alors Philou, tu vas nous parler de quoi maintenant? Je vais vous demander si vous avez déjà joué ou si vous avez même déjà eu une Nintendo DS. Oui, Oui. totalement. Vous aviez laquelle? La toute première avec Nintendog. D'accord. Je crois que j'ai eu pareil, ouais. Donc la FAT, la première. Oh, ouais, la grosse. Ouais. Ah, j'ai eu les deux, moi. J'ai eu la grosse et la petite. Moi, j'ai eu il y en que a eu la deux grosse. petites. Je sais plus, moi. Ah, t'as la Elle était DS, blanche, la carrée. DS Lite et la DSi avec des caméras, avec des appareils photo. Non, j'avais la light, Ah, moi, la je crois. Lite. J'avais pas la high. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous parler de la Nintendo DS et plus précisément, justement, de la DS Lite, ce qui est vraiment pour moi en console rétro, donc 15 ans après, la meilleure solution pour jouer aux jeux Nintendo DS. J'en ai racheté une dernièrement, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je suis parti du constat que sur ma 3DS, qui accepte les jeux DS, c'était pas très beau en fait. Ah ouais L'image elle est tirée, ça fait des gros pixels pas beaux.
Et donc, je me suis dit, bah, comme les jeux sont adaptés aux écrans de DS, je vais voir ce que ça donne sur une DS. Et effectivement, c'est beaucoup plus flatteur. Mais il a fallu faire un choix entre la DS Fat, la DS Lite et les deux modèles de DSi, donc DSi et DSi XL. D'accord. Et au final, donc, t'as pris... Et, au final, j'ai pris la DS Lite. Pourquoi? Déjà, ce que j'aime bien, c'est que le design de la DS, globalement, hérite des Game & Watch de 1982, qui étaient les Oui, ouais, je vois, multiscreen, qui étaient les jeux électroniques Nintendo, et puis ils avaient fait une version multiscreen, donc avec un écran en haut, un écran en bas, et puis le personnage passait de l'écran du haut à l'écran du bas. Et aussi, l'arrivée de la gamme Nintendo DS, ça marque la fin de la gamme Game Boy. À partir de ce moment-là, il n'y oui. a plus de Game Boy. C'est vrai. Fini. Bah, en fait, c'est le remplacement, quoi. Oui, c'est le remplacement. C'est mais- la nouvelle Game Boy en soi. Ouais. Non, mais ça évidemment. Les Nintendo continue les consoles portables, mais en 1989, il y a eu la première Game Boy. Et donc, la première DS, elle sort fin 2004, début 2005, en fonction des régions du globe. Et ça marque la fin de la gamme Game Boy avec laquelle moi j'avais grandi. Donc c'était triste. Enfin, quelque part, il y avait une nouvelle console qui arrivait, donc c'est toujours cool. Mais quelque part, c'était triste. C'est plus une Game Boy. Bon, c'est triste. Parce que t'étais baigné là-dedans, mais bon. Oui, bah, il y avait de la nostalgie un peu idiote. Ça a permis mais aussi de renouveler, ouais, ça a permis de renouveler aussi les gens. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que, comme on dit, ça fonctionne par franchise. Et la franchise Game Boy a été terminée à ce moment-là pour laisser place à la franchise DS, quoi. Alors, est-ce que ça a été un choix judicieux, puisqu'elle sort en même temps que la PSP de Sony, donc pareil, fin 2004, début 2005. Est-ce que vous avez une idée de laquelle des deux a le mieux marché? La DS, non. Ah non, putain, la PSP, c'est vrai qu'elle était... Elle a pas elle marché était la souvent PSP uti- ici. Elle a été souvent utilisée. Bah, la PSP Vita, pas trop, mais la PSP normale, si. Je parle de la PSP. C'est pas PSP Vita, c'est PS Vita. Mais là, je parle bien de Ouais, la PS Sony Vita. PSP. Non, je crois que la PSP ça marchait pas tant que ça, si. J'en sais rien. Hein. Ah, ça marchait bien. Ah non, la mais- DS ça a explosé tout. Tout le monde avait une DS. Bah, la DS, je pense que c'est aussi au niveau du prix. Elle était moins chère que la PSP. Bah vas-y, dis. Alors, la PSP, elle a pas fait un si gros flop que ça. Elle s'est quand même vendue tout modèle confondu, parce qu'il y a eu les PSP, PSP Go, PSP Street. Elle s'est vendue à quand même 80 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal. Ça la place plutôt bien dans le rang des ventes de consoles, surtout des consoles portables. La Nintendo DS, elle s'est vendue à plus de 154 millions d'exemplaires, donc c'est près du double. Ah, c'est le double. C'est la première console portable la plus vendue au monde, et c'est la deuxième console la plus vendue en incluant les consoles de salon derrière la PS2. C'est un énorme la PS2 carton. c'était la première. C'est un énorme carton, la Nintendo DS. Et la DS Lite? Et la DS Lite, elle représente 61% des ventes de Nintendo DS avec presque 94 millions de ventes. Donc c'est le modèle le plus vendu. Et à raison, ça reste le meilleur modèle maintenant. Déjà, ce que j'aime bien, c'est dans son design. Elle est plus compacte et plus légère que la première. Et ils ont voulu, comme la Wii sortait en même temps, ils ont voulu harmoniser le design de la DS avec la Wii. Donc ils ont sorti un design en adéquation avec celui de la Wii, avec un extérieur glossy, comme l'était la Wii, avec une espèce de peinture, comment on dit, laquée. Et l'intérieur, il est mat, avec une texture qui est super agréable, je trouve. J'ai vraiment une sensation agréable au toucher. Des boutons et de l'intérieur de la console. Et déjà, aussi par rapport à la première Nintendo DS, elle arrive avec deux écrans vraiment rétro-éclairés, avec des couleurs beaucoup plus punchy. Parce que les premiers écrans de la première DS, c'était des écrans qui C'était fade, étaient... je crois, non? C'était fade de mémoire. Ouais, niveau couleur, c'est pas terrible. Oui, c'était fade parce que c'était les mêmes écrans que les premières Game Boy Advance SP. Et l'éclairage, il est pas derrière, il est sur les côtés. Et en fait, ça fait des couleurs fades et délavées et pas belles. Là, c'est deux écrans rétro-éclairés. Avec l'écran du bas qui est toujours tactile, évidemment. Et
L'écran tactile, ce qui est marrant, c'est qu'il avait aussi déjà été envisagé pour la Game Boy Advance SP, mais ils ont estimé qu'ils n'étaient pas prêts et que bon, les applications étaient limitées, donc ils ont attendu avant de faire une console avec écran tactile. Bah après, vu la taille de la SP, ça aurait été difficile aussi, quoi. Bah, ils avaient prévu des petits... Je crois qu'il y avait, notamment pour tout ce qui est WarioWare et les petits jeux comme ça, ils avaient prévu de pouvoir avoir un écran tactile. Interagir. Elle a aussi 4 niveaux de rétroéclairage, alors que la première en avait 2, donc ça c'est pas mal, ça permet de vraiment s'adapter. Et l'écran, il est un poil plus grand que la première. D'accord. Les menus sont super simplistes, vraiment, j'ai été perturbé par les menus parce que on est habitué à nos smartphones et à nos tablettes actuelles. Et il y a des trucs très bizarres, genre quand tu rentres dans les menus, et que tu changes des paramètres, mais en fait tu peux pas revenir dans le menu principal, faut que tu éteignes et que tu rallumes ta console. Ouais, c'est vrai ça. Ah, Je me rappelle, mais pendant la galère. Pendant 5 minutes, je me suis dit mais comment tu fais pour revenir au menu principal? Et au bout d'un moment, tu dis je vais être obligé de rallumer ma console. En fait, il y a que ça. Il y a pas de bouton revenir avant, c'est éteins et rallume ta console. Mais après, c'est très simpliste parce que c'est destiné à une clientèle de jeunes. Ouais, puis je pense je pense. il faut aussi on sort de la génération Game Boy où tu allumes ta console, tu tombes sur le jeu. Là, il y avait un menu, c'est un peu nouveau, tu vois. Déjà, on reparlera de la DSi un peu plus tard, mais le menu de la DSi, il est plus évolué que celui de la DS. Ils ont changé de menu entre la DS Lite et la DSi. D'accord. L'autonomie, c'est simple, on va faire simple, c'est la meilleure de la gamme. Donc, c'est vrai que ça durait longtemps, hein, au niveau... Enfin, même déjà la DS en elle-même, la batterie durait énormément longtemps, donc je pense que la DS Lite, c'était encore mieux, quoi. Ouais, c'est une quinzaine d'heures en gros en moyenne. Donc c'est vraiment pas mal. Déjà, il y a un truc qui est super cool au niveau des fonctionnalités, c'est qu'elle conserve son port Game Boy Advance. Ouais, ça Et c'est du coup, cool t'as ça. 2 catalogues. Bah, c'est ouf. Mais ça, ils ont toujours. Les Japonais, ils ont toujours voulu faire ça. Hein. Quand tu regardes les seuls qui étaient bloqués, c'est les Xbox et tout le bordel. Hein. PS2, tu pouvais mettre les jeux de PS1. Hein. Tu prends par exemple la gamme Game Boy, bah, la Game Boy Color était rétro-compatible Game Boy, la Game Boy Advance était rétro-compatible Game Boy Color et Game Boy. Donc c'est un truc qui est super cool et qu'ils ont enlevé sur la DSi et c'est dommage. Je fais un petit aparté et c'est vrai que ça me fait penser à ça. Je sais plus il y a combien d'années, je me rappelle que j'avais regardé l'E3 où ils avaient présenté la PS4 et la Xbox One à l'époque. Et Xbox avait dit qu'en fait avec leur espèce de cloud là, tu pourrais acheter un jeu mais tu pourrais plus le partager en fait. Parce qu'avant tu pouvais les partager etc. Où en fait il y avait un mec qui pourrait prendre ton compte, il l'installe sur sa machine et puis il peut jouer en local mais il ne pourra pas jouer en multijoueur. Et après... Tu vas parler de la vidéo de réponse de Sony là. Ouais c'est ça, où en fait Sony ils se sont foutus de leur gueule, où en gros ils ont dit bah voilà comment on partage un jeu. Et il y a un mec qui a une jaquette dans la main et puis il donne à un autre gars. Puis le gars il prend la jaquette, il fait voilà, j'ai partagé mon jeu. Et c'était juste pour se foutre de la gueule de Microsoft parce que les Japonais l'ont toujours fait et c'est vrai que c'est marrant en fait dans l'idée. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi les autres veulent pas le faire quoi? C'est con. Bah c'est que ça fait vendre plus. Surtout au démarrage, je pense qu'au démarrage d'une console, c'est rassurant de se dire j'ai un catalogue de jeux à la maison. Ouais. Bah oui. T'as pas beaucoup de jeux au départ, c'est surtout que les Game Boy et DS et autres ont été faits pour du casual, pas pour du gros jeu, pas pour du gros jeu pendant X temps. C'est juste tu fais tes petites parties. Donc avoir au début quand tu l'achètes, t'as peut-être un jeu. Enfin moi je sais que j'ai acheté à la DS, j'avais que Nintendogs. Nintendogs, t'y joues pas 8 heures quoi. Au bout d'un moment, le chien, t'as envie de l'éclater. Donc c'est là où c'était cool de pouvoir jouer à d'autres trucs en fait à côté quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Je suis absolument pro rétrocompatibilité. Il y en a, ils s'en fichent vraiment. Il y a un débat là-dessus. C'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve que c'est un plus. Donc s'ils peuvent le faire, pourquoi s'en priver? Bah non, mais de toute façon, il y a le même dans les trucs comme ça, dans les conventions comme ça, il y a le même débat avec Nintendo qui font que des jeux remaster ou des jeux classiques et puis derrière, enfin t'as surtout PS4 t'as surtout PlayStation qui sont en train de leur foutre de leur gueule et puis là ils viennent de sortir un Final Fantasy 7 remaster quoi.
Tu dis, Ouais, mais là, c'est pas la même chose. Moi, là, j'estime que c'est pas la même chose. Ouais, je suis Bah, d'accord c'est avec des toi. remasters, c'est des remasters dans tous les cas. Ouais, mais ils sont retravaillés, les jeux. Je veux dire, c'est. Bah, Nintendo aussi. C'est comme. En fait, je trouve qu'il n'y a pas le Nintendo même aussi, débat t'as des parce jeux que, par qui exemple, pour sont les films, retravaillés. les vieux films, il y en a certains, ils prennent le même nom, ils refont un film dessus. Et tout le monde va dire, oh ouais, il est trop bien ce film. Alors que le film, en fait, existe déjà, genre le vieux film et tout, mais personne prend en considération le vieux film. Donc pourquoi ça changerait avec ces jeux-là? Bah, tu prends l'exemple de Majora's Mask, ils ont quand même retravaillé une partie des graphismes quand ils l'ont ressorti. Hein. Ils l'ont quand même bien Oui. retravaillé. Hein. Oui, mais je dis pas que c'est. Quand tu regardes le. Moi, je parle de l'actualité, quand tu regardes du FF7 Remake, que je n'ai pas joué, je ne connais pas FF7, hein, mais tout le monde dit que les graphismes, tout ce qu'ils ont bossé dessus, c'est incroyable, ils ont jamais fait un truc aussi bien. Bah, ça plaît à une communauté, tu vois, et moi, je pense qu'en vrai, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que, Ah oui, moi, je non, trouve mais que oui. c'est toujours bien, en fait. En fait, c'est pas reprendre un produit pour le revendre, c'est refaire mieux, si je peux dire ça comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai. Moi, je suis. Eh ben, je suis moi, pas d'accord. Totalement Je d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en fait, quand c'est ce que j'entendais quand j'entendais les gens parler dire ah oui, mais Nintendo font que des remasters. Bah ouais, mais Sony ils en ont fait beaucoup aussi en fait. Et puis ils C'est ont ça pas, que je veux ils dire, ont en pas fait, c'est fait dans le que débat. ça. Hein. Quand tu regardes non, tout ce qui est non. Zelda et tout, c'est pas que ça, c'est le même principe, mais il y a toujours une histoire différente, il y a toujours des aventures différentes, les idées sont pas les mêmes. Ouais, je pense que vous vous Mais perdez, ce que les je veux gars. dire, Là, c'est il y que a un, c'est- il y non, a un mais ce que je veux dialogue dire, de c'est que sourds c'est de le. ouf. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le même. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le même sujet par rapport au fait que bah nous, en tant que Nintendo, on apprécie le fait de pouvoir jouer à d'anciens jeux avec nos nouvelles consoles et que souvent, en fait, ils sont souvent critiqués par rapport à bah là, dans le sujet précis, ils ont été critiqués par ça. Alors que beaucoup de monde trouve ça intéressant et logique, quoi. Comme ça t'évite d'avoir 40 000 consoles à la maison. Au final, t'en as qu'une. Non mais qui oui, fait c'est vrai. beaucoup de choses. Non mais je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas d'accord avec ta musique. Zeb. Ouais, Alors, je vais mince. continuer, on va se recentrer sur le sujet. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils avaient mis un meilleur stylet. Celui de la première DS, il était trop petit. Enfin, il avait été jugé trop petit. Elle conserve les fonctionnalités Wi-Fi, évidemment, qui étaient de pouvoir jouer en LAN avec tes potes. Et aussi d'utiliser le PictoChat. Donc, c'est un petit logiciel de chat avec du dessin. C'était marrant ça. On pouvait chatter jusqu'à 16 personnes en même temps en local. Tu pouvais envoyer des messages n'importe quoi, n'importe quelle connerie à tes potes. Mm. Bah, c'était pas mal parce que on est encore une fois en 2004-2005. Bah, il n'y a pas autant de communication que maintenant avec toutes les applis de Messenger, même les SMS. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était encore. Tu sais, tu payais 10 centimes du SMS, quoi. Mm. C'était encore des forfaits 2 heures avec. Peut-être t'avais pas les SMS illimités, quoi. Ça te bouffait ton Alors que forfait. maintenant, c'est illimité, mais plus personne ne l'utilise. Oui, bah on passe par Internet. Il y avait aussi un navigateur qui était vendu sous forme de jeu avec une extension qui allait dans le port Game Boy Advance et qui permettait en fait d'ajouter de la RAM pour pouvoir utiliser le navigateur. Donc on pouvait aller sur Internet avec cette option-là. Ouais, c'est pas con non plus, ça. Il y a aussi une super option qui est trop bien qu'ils ont mis à partir de la Nintendo, donc DS, et ils ont conservé sur la 3DS, c'est de pouvoir jouer avec des jeux compatibles avec cette fonction, avec une seule cartouche, en multijoueur. Donc en gros, Ouais, par ça c'est exemple, cool tu ça. prends Mario Je me Kart. rappelle. Si tout le monde n'a pas Mario Kart, et ben le mec qui a pas Mario Kart, il peut télécharger depuis la console qui a Mario Kart, qui a la cartouche, un petit utilitaire, et il peut jouer en multijoueur avec ses potes, même s'il n'a pas le jeu. Donc ça, c'est super cool. Et il joue un fantôme. Non, il joue vraiment... Non, Ouais, il joue joue en en même perso. temps. C'est trop bien. ouais. Non, mais quand je dis joue un fantôme, c'est il joue le personnage, en fait. Par contre, t'as pas le Bah, choix tu joues en multijoueur sur, comme tu jouerais en multijoueur si tu avais le jeu. Enfin, tu joues, Bah, oui, mais- tu joues au jeu. T'as pas besoin de l'acheter. Si un pote Oui, non, mais est là. je comprends ce que tu veux dire. Mais je sais plus si t'as le choix des différents personnages, par contre. Je sais Bah, pas si il me tu semble que avais oui. Bah, après, Parce que tu je rentres crois dans que le moi, je me mode souviens multijoueur. où t'avais juste les fantômes, je sais plus comment ils s'appelaient, les ceux avec les masques blancs. Ah, Mascas. Ouais, les mascasses. Ah, Je crois non, qu'en fait, les tu Shy pouvais jouer Guys. que des mascasses. Mike Mascas ou Shy Guy. Ah, bah, peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est marrant d'en parler en ce moment des Euh, bonhommes avec des masques blancs.
T'as peut-être raison, Alex. C'est vrai que j'ai pas vérifié ça, mais au moins tu peux partager ton jeu. Ah oui, ça, le partage était sûr, ouais. C'est vraiment cool ça. Et il y a aussi une super option que j'ai trouvée il y a 2 jours dans un magasin qui vend du jeu vidéo rétro. Une cartouche vibrante que tu mets dans le port Game Boy Advance et qui est compatible avec je sais pas, une cinquantaine de jeux à peu près. Et ça marche plutôt bien. Il y a même des fois, franchement, la cartouche, elle vibre super fort. C'est assez marrant. À part la DS, la DS Lite et la Switch, bah t'as pas de console portable. Moi, j'adore les vibrations et t'as pas de console portable avec les vibrations. Donc, je trouve ça plutôt cool qu'ils aient fait ça. Elle a quelques petits défauts. La coque extérieure, elle est sensible aux rayures parce que c'est un revêtement qui est assez, encore une fois, qui est glossy, donc une peinture laquée. Et si tu prends par exemple les Weed maintenant, bah, elles sont pas belles, elles sont toutes rayées. Les gens, ils n'ont pas forcément pris soin. Quand tu les essuies, bah, toutes les micro-poussières, ça fait des rayures. Donc c'est assez sensible à la rayure et c'est dommage. Le port de charge qui est unique à la DS Lite, puisque la DS Fat reprenait le port de charge de la Game Boy Advance SP, et à partir de la DSi, on aura le port de charge des 3DS aussi. Ils l'ont conservé sur la 3DS, donc c'est un port de charge qui est unique. Et pour certains qui sont un peu brutasses, le clapet, il peut être un peu fragile, l'ouverture de l'écran, et il casse le clapet, et du coup ça fait un écran tout mou qui tient plus. Donc mais bon, en manipulant même pas délicatement, normalement, tu le pètes pas, quoi. Ma sœur avait réussi à péter le sien. À péter complètement l'une des deux charnières, encore pire. Sur la Lite, hein, c'est parce qu'elle avait la Lite. Et ouais, c'est super chiant, quoi. Ouais, c'est chiant. Bah, ça peut être considéré comme un point de fragilité parce qu'il y a il y a pas mal de gens qui s'en sont plaints. Alors, est-ce que c'était vraiment fragile ou est-ce qu'il y avait des modèles mieux que d'autres? Je sais pas. Mais... c'est surtout que c'est la partie que tu utilises le plus, en fait. Parce que quand tu joues ta partie, tu l'ouvres, tu le fermes derrière, tu le rouvres, tu le fermes, tu le rouvres, tu le mais donc forcément, bah... Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils ont fait une DSi derrière. Donc, il y a la DSi et la DSi XL qui avaient pas mal de qualité, mais 15 ans après, sont devenus vraiment obsolètes. Et d'ailleurs, maintenant sur le marché de l'occasion, la DSi se vend moins cher que la DS Lite parce que je pense qu'elle a perdu son port GBA. Comme elle a perdu son port GBA, c'est son premier point faible. Elle est moins intéressante que la DS Lite. Et ce qu'il y a à côté, donc ses points forts, elle a un meilleur processeur pour faire tourner notamment les fameux 2 appareils photo de 0,3 mégapixels. Donc aucun intérêt à ces appareils photo parce que les smartphones maintenant ils font beaucoup mieux. Donc en fait on s'en fiche. Il y a un menu revisité qui est plus ergonomique et qui s'approche de celui de la 3DS, mais le menu de la DS Lite il est très bien. Enfin on s'en fiche pour jouer. On peut même zapper le menu et démarrer comme une Game Boy Advance directement sur le jeu. Donc c'est pas très important. Il y a un port de carte SD. Alors ça c'est une feature qui aurait pu être intéressante. Donc à l'époque c'était pour télécharger des jeux depuis un eShop. Et ça aurait pu devenir intéressant 15 ans après, enfin maintenant, pour pouvoir hacker la console et mettre des jeux sur une carte SD. Sauf qu'il existe les cartouches R4 qui font ça depuis super longtemps. Et donc cette fonction perd de l'intérêt parce qu'il n'y a plus de eShop. Et de toute façon, il y a d'autres manières d'avoir des jeux sur un catalogue de jeux complet sur une carte SD. Donc c'est pas très intéressant. Il y a le navigateur, il y avait le navigateur qui était intégré, c'est pour ça aussi qu'elle était un peu plus puissante. Mais aujourd'hui, on a nos smartphones et nos tablettes, donc on s'en fiche. Il y avait 5 niveaux de rétroéclairage contre 4 sur DS Lite. Un niveau de plus, franchement, on s'en fout, encore une fois. Il y avait une version XL, mais alors là, je reviens sur le défaut que j'avais sur ma 3DS pour jouer aux jeux de DS, c'est que l'écran est plus grand. Et du coup, tu as des pixels qui sont plus grossiers et c'est moins flatteur. Donc je préfère à la limite soit l'écran de la DSi, voire de la DS Lite qui est un petit peu plus petit que l'écran de la DSi. Mais c'est vraiment pas gênant, c'est très agréable de jouer sur une DS Lite. Et c'est pas vraiment, du coup, c'est pas un gain d'avoir un grand écran.
Il y avait quelques jeux spécifiques à la DSi, mais franchement, j'ai regardé et c'est des trucs qui utilisent la réalité augmentée avec les appareils photo, mais c'est pas du grand jeu, quoi. C'est 15 ans après, enfin, on s'en fiche, c'est pas ça qui va nous faire acheter une DSi. Et comme je disais, il y avait le port de charge qui était conservé, mais bon, enfin voilà. Et donc, c'est pour ça que la DS Lite, pour moi, c'est le meilleur compromis, parce qu'elle a 2 bons écrans, elle conserve son port GBA. Elle peut du coup accepter les options marrantes comme la cartouche vibrante. On peut jouer à ces jeux de GBA. Et du coup, c'est la plus cool, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est la plus recherchée. Avec la première DS Fat, qui est un peu recherchée pour sa rareté, et puis parce que c'était la première, bah, la DS Lite, c'est celle qui se vend le plus cher parce qu'elle a les deux. Elle a les. De rétrocompatibilité. Les deux ports. Ouais. Elle a la rétrocompatibilité et du coup, les gens recherchent ça et c'est plutôt cool. Ok, parfait, merci. Donc une grosse console à conseiller. Ouais, carrément. Elle est très connue après. On la trouve à combien en ce moment? Est-ce que tu sais? 40 €. Ouais, je sais, Ouais, je viens donc d'en pas racheter. cher en plus, quoi. Je l'ai découverte récemment parce qu'avant je jouais sur ma 3DS et puis je me suis dit j'ai envie d'essayer, voir ce que vaut les écrans et j'ai pas été déçu. Donc une 40 € à peu près, ça dépend des jeux qui sont vendus avec. Après faut négocier, hein, mais environ une 40 €. Ça va en Donc vrai. pour une première expérience, ça peut être ouais. Et puis pour retrouver, pour ceux qui ont déjà joué et qui ont par exemple vendu leur DS pour acheter autre chose, ça peut être intéressant pour une 40 € d'aller en récupérer une, et puis ça, en plus ça fournit un peu de nostalgie, quoi. Ou même découvrir, hein. On peut être, je pense à des plus jeunes qui ont pas forcément grandi à ce moment-là. Donc je vous conseille, si vous vouliez vous remettre au jeu de DS, je vous conseille vraiment la DS Lite parce qu'elle a de très bons écrans et vous pouvez aussi remettre de la GBA dessus. Alex, tu vas nous présenter des petites lois marrantes. Alors, intéressante surtout, parce qu'en plus, ça va rappeler un sujet qu'on a évoqué un peu juste avant. Tout à l'heure, on parlait de voitures, et justement, bah, ça tombe pile poil, parce que les lois que je vais vous parler concernent en partie l'automobile, enfin surtout l'automobiliste. Ce sont toujours des lois américaines, hein. J'ai pas trop changé pour cette fois-ci, j'essaye d'alterner, mais là, j'ai pas pu. Et donc, la première loi vient de Pennsylvanie, si je l'ai bien dit. Et en fait, il faut savoir que cette loi, tout simplement, c'est que les automobilistes qui se font rattraper par un groupe de chevaux, ils doivent dissimuler leur véhicule, où il y a toujours des chevaux dans mes histoires, par un tissu dans le paysage. C'est-à-dire, ils mettent la voiture, ils se garent sur le bas-côté, ils mettent un tissu sur leur véhicule de la couleur, du paysage. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, qui arrive juste derrière, c'est que si les chevaux ne sont pas soulagés pour autant donc de ce que tu viens de faire, tu vas être obligé de démonter l'intégralité de ton véhicule et de le planquer dans les buissons. Mais c'est quoi? Bon, c'est pas possible ça. Et en fait, ou sinon, de toute façon, dans tous les cas, on vous conseille de ne pas vous faire rattraper par un groupe de cheval pour éviter de démonter son véhicule. Mais la loi, vraiment, elle est vraiment comme ça. C'est aussi on la planque et si jamais elle ne peut pas être cachée entièrement, vous êtes obligé de la démonter. Mais comment on peut pondre une loi comme ça? C'est évident que tu peux pas... Déjà, faut prévoir la bâche pour planquer ta bagnole, mais tu peux pas démonter ta bagnole sur place. Je comprends pas. C'est américain. Oui.
c'est l'excuse. C'est voilà, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu hallucinant de me dire, mais t'imagines le pauvre gars, tu sais, qui est là en pleine forêt avec sa famille, il se fait poursuivre par un groupe de chevaux. Et je le vois pas commencer à démonter ses roues, son pare-choc, en disant à son fils, vas-y, Ouais, mais démonte peut-être les parce sièges, que ça, c'est avec les nouvelles voitures, mais peut-être qu'avec les carrioles, c'était plus simple. Je sais pas. Alors là, on parle vraiment d'automobilistes, donc automobiliste, ça concerne forcément les véhicules à moteur voiture. Ah ouais. Ah bah, peut-être Ouais. que ça a été. Bah, je Le sais mot, avant, tu étais conducteur de calèche. Je me suis renseigné sur le sujet quand même au cas où tu me pondais un truc comme ça. Et avant, en fait, tu n'étais pas automobiliste. Automobiliste est vraiment calé sur le mot automobile et donc véhicule à moteur. Sinon, c'était des hippomobiles. pas. Comme les briquets. Non, Oh mon dieu. mais non. Hippo, Zippo. hippo comme le cheval et mobile comme ça bouge. Comme ça bouge. Hippomobile, Ça c'est une bouge. voiture tirée par des chevaux. Oui, mais alors que la Zippo mobile, tu sais, si tu mettais Ouais, un Zippo. Zippo devant ta charrette et t'attendais que ça bouge. C'est une moteur à combustion, la hippomobile. Oh, c'est beau. Donc voilà, ça c'était la petite première. Ouais, Et la encore une deuxième, fois, ça n'a alors pas de sens. celle-là, qui n'a toujours pas de sens. Et la deuxième, alors hop, c'est une loi qui vient du Tennessee. Alors, donc le Tennessee, en fait, c'est là On où a tous en on nous a Memphis quelque et autres. chose. Voilà. Tennessee. C'est là aussi où il y a aussi la maison d'Elvis Presley. D'accord? C'est le Tennessee. Donc c'est juste pour le petit truc. Et là, c'est une autre loi concernant les véhicules, c'est que toute femme souhaitant conduire un véhicule à moteur doit être précédée d'un homme à pied qui agite un drapeau rouge afin d'avertir son approche. Ah. Ah, ça. On n'aura jamais dû parler de ça. Mais ça n'a aucun sens parce qu'en plus, du coup, elle avance au pas. Du coup, quel est l'intérêt de prendre ta voiture si c'est pour rouler au pas derrière un mec? Bah c'est juste qu'en fait les mecs sont tellement machos et qu'ils pensent que les femmes ne savent pas rouler qu'ils sont obligés d'avertir les autres en disant attention, elle peut vous écraser. J'aurais jamais dû la dire celle-là. On va se Mais connaître. si, Oui, bah, c'est si, marrant. Ils l'ont fait. On ne cautionne pas. Voilà. Non, mais du coup, ça perd. Enfin, c'est effectivement fait pour perdre tout l'intérêt de la voiture, pour décourager les femmes. C'est drôle. Ça, c'est Drôle, les je- stratagèmes Bah, si utilisés c'est pour dire drôle, non. mais bon. Mais si, non, mais c'est l'histoire du stratagème qui a été pensé pour dire non, tu conduiras pas la voiture. C'est ma voiture. Tu vas encore la rayer. Chérie, tu vas aller où? Oh, au magasin de la ville d'à côté. Ouais, enfin, il y a 50 bornes à marcher à côté, c'est chaud quand même. Ouais. Non, mais oui, non, mais c'est encore des lois, voilà. Enfin, dans le Tennessee, c'est comme ça. Alors, le pire, c'est que les lois que je vous explique, en plus d'être insolites, ce sont des lois qui sont encore en vigueur. C'est-à-dire que c'est des lois, tu peux très bien te faire arrêter dans le Tennessee par un flic qui connaîtrait cette loi, bien sûr, parce que au bout d'un moment, enfin, le monde moderne fait que il y a des lois qui passent un peu à la trappe où les policiers sont un peu plus indulgents. Mais j'imagine bien, c'est vraiment le policier qui est à fond sur les lois. Il regarde une femme conduire. Et il va vers elle, il dit bah non, mais votre mari est obligé de sortir avec un drapeau et en l'agitant. Dorian, T'imagines, est-ce elle se soit une prune pour ça? que t'as toujours quelque chose de Tennessee maintenant? Non, plus trop, non. Johnny, il devait pas savoir ça, je pense. Vous inquiétez pas, dans le Tennessee ou en Pennsylvanie, c'est pas les seules lois qui sont très bizarres hein, pour autant. Voilà. Je vous en raconterai d'autres. Ah bah ouais, avec plaisir. Mais De ouf, ouais. C'est n'importe c'est quoi. fatigant. Non mais c'est fatigant. Tu sais, t'es fatigué. Tu te dis, je vais rentrer, je Voilà. crois là. Bah c'est juste que voilà, enfin sinon tu fais un détour, tu sais quand tu vas visiter les États-Unis, tu passes pas par le Tennessee, tu fais un gros détour juste pour éviter ça. Voilà. Et tu passes pas en Pennsylvanie quand il y a des chevaux aussi. Ah oui, c'est vrai. T'évites. Faut pas. Ou alors, faut avoir une voiture qui. Ah ouais, qui patate. Qui se Faut démonte. avoir une Mustang. Une Mustang. Est-ce que si les chevaux dépassent une Mustang, ça compte ou pas? Bah en fait c'est tant que tu te fais pas rattraper. C'est Ah, bien mais- marqué, tant que tu te fais rattraper. C'est-à-dire que si tu passes devant eux, il y a pas de risque. Par contre si tu te fais rattraper par un groupe de chevaux, c'est là que ça devient dangereux. Ouais, mais la Mustang, Mais- elle a un cheval dessus. Je crois, Il est il me tout le temps semble devant. qu'il y a, Il est tout le temps devant. il y a eu une modification de la loi. Je crois que si tu conduis une Mustang, t'es pas obligé de le faire.
À mon avis, il y a du lobby derrière ça. Non, mais réellement, ça concerne un groupe. Donc la Mustang n'a qu'un seul cheval, où il y a des chevaux sous le capot, mais il y a qu'un seul cheval dessus. Donc ça marche pas. Il faut que ce soit un groupe. Un groupe, c'est minimum Non, 2. mais ce que je te dis, c'est que si un groupe de cheval dépasse une Mustang, eh ben t'as pas à démonter ta bagnole. Parce que... Parce toi, qu'elle a un nom de t'as des chevaux. cheval, elle a un cheval dessus. Donc c'est un cheval, la voiture. Au pire, tu te mets au milieu du groupe. Oh, tu peux, ouais. Enfin, bref. Donc voilà, c'était juste deux petites clauses supplémentaires sur l'automobile. Je me suis dit, voilà, fallait que je tombe dessus. Et Non, encore une fois, c'est aussi drôle que navrant. On passe aux objets de Filou, ça va être très rapide. Parfait. Ça va être très très rapide. Tout de suite, Les objets de Filou. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Filou vous présente ces objets. Je vous ai envoyé une photo. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le truc blanc qui est intéressant. Alors, je vois des ports HDMI, des ports... des Le post-it. truc blanc au premier plan. On dirait un dock. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Bah, c'est le truc pour poser ta Wii. Non. Non, Non, c'est pas ça. Non. En fait, on dirait un dock un peu comme un dock de Switch, mais beaucoup plus bas. Beaucoup plus Ouais. petit, en fait. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'il y a un port de recharge et un truc pour tenir à l'intérieur. Non? Bah, est-ce que déjà c'est fait pour la Switch? Ah, déjà, c'est marqué Non, c'est pas fait Nintendo, pour la là Switch. Non? Thomson? Voilà. Je vois mal. C'est quoi? C'est marqué quoi Quoi, dessus? Thomson C'est quoi la marque? Nintendo. Nintendo, ah ouais. Bah, c'est- il y a un c'est fil fait ou pour pas une qui console va portable, jusqu'au... Ouais, le fil gris, ça s'est attaché à ce truc-là, le fil gris qui court derrière là. C'est un port de recharge? Ouais, c'est un dock de recharge pour les Nintendo 3DS. Trop facile. Nintendo 3DS? Ah ouais? Bah là, c'est pour une New Nintendo 3DS. Il existe deux tailles, un pour celui-là, un pour la XL. Et donc, tu vois, ça te permet de la poser droite et du coup d'avoir le joli dessin face visible. Donc, en fait, c'est Et super Dorian, c'est simple. qui ce personnage? Tu la poses sur le port de charge et en fait, tu as une espèce de bitonio au fond. C'est une Switch, ça, en connecte, ça connecte les contacts et en fait, Comme une la Switch. console se recharge. Un peu comme une Switch. Un peu comme une Switch, sauf qu'une Switch, c'est un connecteur USB-C qui rentre dans le port de charge. Alors que là, non, alors c'est que là, le c'est contact. juste un système de ressort, en fait, qui pousse vraiment deux contacts électriques qui... En fait, par défaut, les contacts, ils sont cachés sous la... Tu les vois pas. En fait, D'accord. il faut vraiment appuyer. Et t'as un espèce de petit carré en plastique sur Ouais. lequel vient se reposer la console et qui, en même temps que tu poses la console, bah, ça pousse les contacts de charge vers l'arrière de la Ah oui, console d'accord, qui ok, est j'ai muni compris. de deux surfaces en cuivre qui permet de charger la console. Et en fait, juste tu poses ta console dessus, ça charge. Et en même temps, bah, quand tu as l'avantage sur les New 3DS, c'est que tu pouvais changer les coques. Donc là, j'ai la très belle coque Majora's Mask. Et ça te fait là, du coup, cette coque-là, comme elle est très... avec des couleurs pastel et tout, ça fait presque une œuvre d'art posée sur ton bureau. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal. Et c'est plutôt joli. Et ça s'appelle comment? Je sais pas, tu dois taper dock charge New 3DS et tu tombes dessus. D'accord. Et il y a eu des super belles coques. Un jour, il faudra que je vous parle de ça. Des consoles beaucoup trop chères pour ce que c'est. Il y a une console New 3DS spéciale les 20 ans de Pokémon. Avec deux coques, une avec Dracofeu et une avec Tortank. Et maintenant, elle se vend à un prix tellement indécent. Ça doit être stylé avec Tortank en vrai. Ah putain, les deux coques sont stylées. Bah regarde Nintendo 3DS 20e anniversaire Pokémon, tu vas voir les deux. En fait, la console était livrée avec les deux coques. Et du coup, avec ce truc-là, ça doit te faire un super beau truc sur ton bureau. Et Philou, je pense qu'au Japon, tu devrais trouver la même coque, mais avec Florizard. Du fait que ça colle par rapport aux jeux Pokémon qui sont sortis en premier. Et en Europe... Je sais pas, moi j'ai vu, il me semble pas, je pense que c'est le même pour le monde entier. Et En Europe, il y a eu que... Ce qu'on disait, les deux premiers, ça a été rouge et bleu. Et après, il y a eu jaune. Jaune. Mais au Japon, on a eu rouge, bleu
et Rouge vert. Non, c'était C'est rouge. rouge et vert? Non, c'était rouge et vert. T'avais pas de bleu au Japon. D'accord. Donc ça se peut qu'il existe des coques avec Florizard, mais qu'au Japon. Ben, j'en ai pas vu, moi. J'ai vu que. Enfin, dans la version 20e anniversaire, je pense que c'est la même pour tout le monde. Et t'as Dracofeu et Tortank. Ah, c'est C'est dommage, stylé. ils auraient pu essayer de faire des... Par Je suis contre, les devant, là, coques, c'est elles sont stylé, hein. super belles. Bah déjà, celle de Major Acta, elle est vraiment classe. C'est un petit objet que moi j'aime beaucoup parce que quand j'ai envie de la charger, ben, je la mets là et je peux admirer mon Skull Kid qui est intrigué par le Majora's Mask et avec ces jolies couleurs pastel. Et j'aime beaucoup cet accessoire. Ouais, tu viens vraiment de gâcher la devinette que j'allais dire. Ah, Je mince, je suis je désolé. voulais faire deviner à Dorian c'était qui. Ah si, je connais, oh là là. J'y ai joué aussi. Enfin, j'y ai pas joué, mais je connais de... Vas-y, je connais quand même. Hein. on va se taper, voilà. Vas-y. Non mais c'est vrai que c'est vraiment cool en plus avec tu l'as toujours à portée de main, ça laisse visible le dessin qu'il y a dessus et c'est super agréable oui parce que en plus voilà, tu peux la recharger tranquillement, t'as pas besoin de te faire chier à chercher une prise, brancher ta prise, la remettre sur le câble, là tu la poses, c'est terminé quoi. Exactement, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, c'est pas spécialement pénible de brancher un câble sur sa console. Mais c'est quand même plus pratique, tu fermes ta console et tu la poses et ça charge. Mais est-ce que ça serait Ah pas ouais. un truc qui aurait donné l'idée pour la Switch justement? Oui, ça ressemble au dock de la Switch, c'est vrai, tu la branches comme ça verticalement, plus que celui de la Wii qui servait juste à la maintenir verticale pour modifier l'encombrement. Ouais, bah peut-être que ça a permis de... Justement, c'est ce que je disais, c'est peut-être que ça a donné l'idée derrière pour la Switch de se dire, bah tiens, on va la mettre en console de salon, comment on fait? Est-ce qu'on la met debout ou pas? Et puis là, ils se sont rappelés de ce qu'ils ont fait avec la 3DS, et puis ils se sont dit, tiens, on va faire pareil, quoi. Peut-être. Avec le même... Enfin, c'est Ah. pas le même style de branchement, ce que tu expliquais tout à l'heure, mais voilà, ça peut avoir une influence, hein. On parle beaucoup d'influence sur ce qui a été déjà fait, en fait. C'est pas un accessoire qui a beaucoup été vendu. Moi, je l'ai retrouvé. Le premier que j'ai acheté, c'était pour ma 3DS XL. Et je l'ai retrouvé dans les bacs à l'entrée d'un Micromania, tu sais, où t'as les trucs à 2 balles, c'est qui soldent dont ils veulent plus. Mhm. Et en fait, je farfouillais dans ce bac-là, puis je fais tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est intéressant. Et vraiment, quand j'ai switché de la New 3DS XL à la New 3DS normale, j'ai racheté un dock parce que je voulais pouvoir la recharger de la même façon, parce que c'était vraiment pratique et vraiment sympa. Ça a plus d'intérêt avec les New 3DS normales, parce qu'on peut mettre des belles coques. Je pense que moi j'ai fini, si vous avez rien d'autre à rajouter, on va pouvoir se quitter là, parce que ça commence à faire un moment qu'on discute. Effectivement. Ouais, mais on aime bien discuter tous ensemble. Donc bon. Oui, c'est sûr, mais il y a toutes les bonnes choses ont une fin, tu sais, on dit, au bout d'un moment, faut s'en garder un peu sous le pied pour la prochaine fois. Bon, allez tout le monde, à une prochaine. Et Gros bisous passez à une bonne tous et journée. puis à la prochaine. C'est ça. N'hésitez pas à aller nous voir sur les réseaux sociaux. Qui sont, Dorian? Quels sont les réseaux sociaux? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Exactement, toujours la roue du forçage. Bon, allez tout le monde, à une prochaine. Salut, salut. Salut.